Donc je vais vous parler de la remédiation cognitive, qui est un outil thérapeutique extrêmement important. Pourquoi extrêmement important? Parce que nous allons le voir à travers ma présentation, les troubles cognitifs nuisent au pronostic des personnes qui ont des troubles mentaux sévères, quelle que soit la nature des troubles mentaux. Ce sont des troubles extrêmement fréquemment associés et souvent peu pris en compte, alors qu'ils ont un impact très important par rapport à la vie de la personne, à sa capacité à réussir ses projets. Donc c'est vraiment une cible thérapeutique sur laquelle on doit mettre la focale parce qu'elle est utile et délaissée. Donc je vais vous montrer à travers une présentation, j'espère la plus ciblée possible et la plus explicite possible, pourquoi et comment on peut s'occuper des troubles cognitifs qui sont associés aux troubles mentaux les plus courants. Alors de quoi s'agit-il ? La remédiation cognitive, c'est un outil thérapeutique qui est destiné à réduire l'impact des troubles cognitifs. Quand on parle de troubles cognitifs, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de troubles de l'attention, c'est-à-dire l'incapacité à se concentrer, à mettre la focale sur telle information plutôt que sur telle autre, au contraire, à pouvoir se concentrer sur deux choses à la fois, ou encore à pouvoir se concentrer dans la durée. Ça peut être aussi également des troubles de mémoire, c'est-à-dire l'incapacité à stocker des informations, soit à court terme, soit à long terme. Ça va être aussi des troubles éventuellement des fonctions exécutives. Les troubles des fonctions exécutives, c'est l'incapacité à organiser sa pensée, son comportement en direction d'un but, en tenant compte du contexte. Qu'est-ce que ça va faire en pratique, les troubles des fonctions exécutives? Eh bien, un manque, des difficultés de planification, c'est-à-dire l'incapacité à organiser un comportement un petit peu complexe avec des étapes, un manque de flexibilité, c'est-à-dire la difficulté à se désengager d'une séquence d'action pour s'investir dans une autre séquence d'action, l'incapacité à inhiber un comportement qui serait suscité par l'environnement, l'incapacité à tenir compte d'informations passées pour décider par rapport à un contexte présent, ce qu'on appelle le contrôle cognitif, etc., etc. Ça va être aussi des troubles visio-spatiaux, potentiellement. Les troubles visio-spatiaux, c'est l'incapacité plutôt à se repérer dans le temps et dans l'espace. Vous avez beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques qui sont en difficulté, par exemple, pour se repérer dans une ville compliquée. Si on n'a pas de bonne fonction visio-spatiale, comment se repérer à Tananarive, dans cette multitude de rues avec une quantité d'informations absolument considérable. Et puis enfin, il y a également la cognition sociale. La cognition sociale, c'est le traitement des informations qui sous-tendent les relations entre soi et autrui. C'est donc les difficultés de cognition sociale, elles se traduisent par une incapacité à comprendre les émotions faciales, par exemple. Donc je ne sais pas ce qu'exprime l'autre sur son visage. J'ai l'impression qu'il exprime de la colère ou une intention hostile, une émotion hostile, alors qu'il est simplement neutre ou même qu'il exprime de la joie. Ça va être également des troubles de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire l'incapacité de comprendre ce que l'autre souhaite, veut, dans une situation donnée, et déjà simplement l'incapacité de comprendre que l'autre peut avoir une pensée qui est différente de la sienne, une intention qui est différente de la sienne. Donc tout ça, les troubles neurocognitifs, toutes les premières catégories que j'ai citées, mémoire, attention, fonction exécutive, fonction visio-spatiale, et les troubles de la cognition sociale sont extrêmement fréquents dans les troubles psychiatriques sévères et peu pris en compte. La fréquence, elle atteint, par exemple, pour les troubles neurocognitifs, 4 personnes sur 5 dans la schizophrénie. Et puis, 1 personne sur 3 dans le trouble bipolaire en dehors des épisodes. Dans l'autisme, c'est également omniprésent, dans le trouble borderline, etc., etc. Donc ce sont des troubles très fréquents et trop peu pris en compte. Nous allons le voir plus en détail maintenant. Alors, ce à quoi vous aurez affaire en tant que professionnel de santé mentale, pour ceux qui sont professionnels de santé mentale dans la salle, c'est à des plaintes cognitives. Donc la première tâche que vous avez à faire, c'est de repérer la plainte cognitive. La plainte cognitive, c'est ce que rapporte la personne qui évoque des difficultés cognitives. La personne peut dire qu'elle a du mal à se concentrer, qu'elle a du mal à tenir une conversation parce qu'elle ne retient pas ce que lui dit autrui, qu'elle ne peut pas lire un livre ou un journal au-delà d'une page, parce que quand elle est en bas de la page, elle ne se souvient pas de ce qu'il y a en haut de la page, qu'elle ne comprend pas les expressions, les intentions des autres, ce qu'expriment les autres, par exemple dans les transports en commun, et que ça lui fait peur, et qu'à cause de ça, elle ne peut pas prendre les transports en commun. Qu'elle n'arrive pas à aller faire ses courses, parce que soit elle ne retient pas la liste de courses à acheter, et qu'ensuite elle se perd dans le supermarché. Donc tout ça, ça peut être des plaintes cognitives qui sont communiquées de manière très transversale, très générale par les personnes qui ont des troubles psychiques. Parce que ces troubles-là, qu'ils soient neurocognitifs ou de cognition sociale, n'ont pas de spécificité.
Ils ne sont pas liés à une catégorie diagnostique. Toutes les catégories diagnostiques que j'ai citées il y a quelques instants, schizophrénie, trouble bipolaire, trouble du spectre de l'autisme, trouble borderline, peuvent avoir finalement des troubles cognitifs qui vont se ressembler. Donc ça montre que c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer et qu'on ne peut pas en rester à la plainte cognitive ni au diagnostic. Pas le profil cognitif de la personne qui a des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles de la schizophrénie, du spectre de la schizophrénie. Non, il y a les troubles cognitifs de cette personne-là, avec ce retentissement-là dans sa vie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer d'une exploration. On part de la plainte, ça permet d'attirer l'intérêt de la personne, ça permet de lui montrer qu'il faut vraiment se consacrer à sa dimension cognitive, à la dimension cognitive. Et ensuite, on va l'explorer pour mettre en évidence que telle fonction fonctionne bien, telle autre ne fonctionne pas. Et ensuite, on va chercher le retentissement sur sa vie quotidienne et le retentissement sur la réussite de ses projets. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes pour prendre en considération ces troubles cognitifs. Et si effectivement on met en évidence des troubles cognitifs qui ont un retentissement, qui gênent la personne dans son quotidien, qui gênent la réussite de ses projets, on va pouvoir envisager la remédiation cognitive. Donc vous voyez, c'est une séquence, évaluation, envisager des soins derrière s'il y a des troubles qui sont avérés. Alors je parlais de la fréquence. Effectivement, dans la schizophrénie, beaucoup de travaux, de nombreux travaux ont été conduits et ils montrent qu'environ 4 personnes sur 5 ont des troubles cognitifs, selon les normes établies pour la population générale. Dans les troubles bipolaires, c'est environ 1 personne sur 3 en dehors des épisodes. Et puis vous voyez, dans les troubles dépressifs, après la rémission, il y a des séquelles cognitives dans 7 cas sur 10. Donc ça veut dire que pour accompagner le rétablissement et aider à ce qu'il soit plus complet, il faut envisager la remédiation cognitive. Et si j'insiste sur ces chiffres, c'est parce que la remédiation cognitive, en fait, est vraiment trop peu développée, trop peu présente. En fait, tout ça, on le tolère parce qu'on ne recherche pas la plainte cognitive, ou finalement, on la traite par le mépris quand on la constate. Donc c'est quelque chose qui mérite toute notre attention, et je pense vraiment qu'on a un effort à faire tous ensemble pour mettre en place plus largement les évaluations cognitives, partant du recueil de la plainte cognitive que tout professionnel de santé mentale doit faire, et pour aller derrière vers une généralisation des outils de remédiation cognitive qui permettent une prise en compte thérapeutique et une diminution finalement de ces troubles fonctionnels, une diminution de la perte de chance des personnes et une amélioration de son pronostic. Alors, quelles sont les principales fonctions atteintes? Donc ça détaille un petit peu la diapositive que je vous ai montrée auparavant, celle avec le cerveau et les 5 principaux groupes de fonctions. Donc, et là, sur cette diapositive-là, je fais un lien entre les cadres nosographiques, les principales pathologies et les principales fonctions atteintes. Attention, c'est statistique, encore une fois, mais il n'y a pas de généralité et tout peut être atteint dans toute pathologie. Donc on ne peut pas se passer d'une exploration plus complète, d'une objectivation des éventuels troubles. En particulier, ceci doit être fait, j'insiste, systématiquement s'il y a une plainte cognitive. Et pour détailler un petit peu plus la recherche de la plainte, vous avez vu ce que disent les patients, le verbatim que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, on peut explorer ça avec des échelles auto-évaluatives. Par exemple, en français, vous avez la STIX pour la neurocognition, qui a été développée à Montréal par le professeur Emmanuel Stipp. Et vous avez l'AXO, qui a été développé en France par le réseau de réhabilitation psychosociale, en particulier par l'équipe de Tours avec le docteur Jérôme Gros. Donc ces 2 outils auto-évaluatifs sont extrêmement utiles et devraient être employés largement dès qu'une plainte cognitive transparaît dans l'entretien. Alors si on veut regarder plus précisément les choses, au-delà du fait que les profils sont très hétérogènes, dans la schizophrénie, toutes les fonctions peuvent être atteintes, aussi bien la mémoire verbale que les mémoires de travail, que les fonctions exécutives, l'attention sélective et la cognition sociale. Dans les troubles bipolaires, toutes les fonctions peuvent être atteintes, même la cognition sociale, on l'a vu dans certains cas, mais les troubles les plus fréquents touchent la mémoire verbale et les fonctions exécutives. Chez les personnes à ultra haut risque de psychose ou qui font face à un premier épisode psychotique, ce sont les mêmes troubles que dans la schizophrénie qui sont constatés et qui précèdent souvent même l'entrée dans la schizophrénie. Donc ce ne sont pas des troubles séquelaires des épisodes psychotiques, ce sont des troubles qui sont vraiment constitutifs du tableau de psychose. Dans les troubles dépressifs, c'est surtout des troubles de mémoire avec lenteur d'encodage, de mémoire de travail, des fonctions exécutives et l'attention qui sont altérées. Dans le trouble borderline, on a plus un profil dit frontotemporal avec des troubles attentionnels.
Et il y a des points de passage avec le TDAH, bien sûr, on le sait, de mémoire de travail, mémoire verbale, et une impulsivité. Impulsivité au sens neuropsychologique, ça veut dire atteinte des fonctions exécutives, l'incapacité à inhiber certaines actions qui sont suscitées par le contexte. Donc je l'ai dit, il est indispensable, si on a une plainte cognitive, qui est confirmée par les outils auto-évaluatifs que j'ai évoqués tout à l'heure, la STIX et l'AXO, d'aller objectiver des éventuels troubles avec un bilan neuropsychologique. Donc la personne indispensable, le professionnel indispensable face à des troubles cognitifs, c'est le neuropsychologue. Alors si on est dans une ville ou un pays qui n'est pas doté de neuropsychologues, il peut y avoir des ergothérapeutes qui sont formés, des psychiatres qui sont formés. En tout cas, il est nécessaire de recourir à des outils formalisés qui reposent sur l'utilisation de tâches, de tests normés, avec donc des résultats qui sont attendus par rapport à une catégorie d'âge, une catégorie socio-professionnelle, pour savoir si on est dans la norme, à moins un écart type, moins deux écarts types, ou au contraire au-dessus de la norme, parce que la remédiation sera envisagée en fonction de ce résultat-là et du retentissement fonctionnel. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes entre la plainte cognitive et puis la mise en œuvre thérapeutique de la remédiation cognitive. Pour que les choses soient bien faites, il faut en passer par toutes ces étapes. Donc le bilan neuropsychologique, réalisé normalement par un neuropsychologue, il comporte la recherche d'indices comportementaux, l'anamnèse, c'est-à-dire vraiment l'histoire de la plainte cognitive, et comment la personne ressent ça dans son quotidien. Ensuite, l'évaluation des performances cognitives par des tâches standardisées, ça peut être des tâches verbales ou des tâches avec des objets, par exemple des cubes à classer, à mettre dans certaines positions. Tâche verbale, ça peut être, on vous donne une série de chiffres à retenir et vous la répétez, enfin la personne la répète dans l'ordre, ça c'est ce qu'on appelle l'empamnésique, ou alors elle la répète à l'envers, pour explorer la mémoire de travail, et ça c'est ce qu'on appelle l'empamnésique inversé, l'empan digital inversé. Ensuite, les résultats sont comparés aux normes, ils sont interprétés et ils sont restitués à la personne. Nous sommes dans le cadre d'une approche orientée vers le rétablissement, donc le neuropsychologue va toujours valoriser les capacités des personnes. Il y aura toujours des fonctions préservées ou mieux préservées que d'autres et des fonctions altérées. Il est important que la personne puisse s'appuyer sur les fonctions préservées, donc le bilan est destiné avant tout à mettre en œuvre ces fonctions préservées, mais aussi à montrer honnêtement les limitations pour que la personne ait une idée d'ensemble de son fonctionnement et puisse se saisir de ses capacités, s'appuyer dessus pour compenser les difficultés. Voilà, c'est tout l'intérêt de ça, ça doit être fait de manière éthique et positive. Donc ensuite, la remédiation, elle va avoir pour objectif de diminuer l'impact des troubles fonctionnels. En partant des résultats de ce bilan, la personne peut déjà se demander ce qu'elle est capable de faire facilement pour aller vers plus de réussite, parce que la réussite crée un cercle vertueux et renforce l'estime de soi, et permet à la personne d'aller vers son rétablissement, alors que les échecs la démolissent complètement. Donc tout doit être fait pour que la personne ait conscience de ça et puisse s'appuyer sur ses réussites, plutôt que d'être confrontée à des échecs. Donc l'objectif ensuite, ça va être d'améliorer le fonctionnement quotidien. Quand on va mettre en place la remédiation cognitive, s'il ressort du bilan qu'il y a un retentissement fonctionnel, et puis qu'il est nécessaire, qu'il est utile d'aller vers la remédiation cognitive, on va viser vraiment le fonctionnement quotidien. C'est-à-dire que la prise en charge, elle va devoir établir des liens entre les exercices qui seront proposés et puis ce à quoi la personne fait face tous les jours. Et l'objectif, ça va être de diminuer l'impact fonctionnel des troubles cognitifs. On ne va pas forcément pouvoir changer complètement les performances cognitives, on ne va pas forcément pouvoir améliorer les performances cognitives dans un domaine qui est très atteint. Parfois oui, par un entraînement, voire un surentraînement. Parfois, la stratégie sera plutôt de développer une adaptation à ça et d'utiliser les compétences qui sont préservées pour pouvoir traiter les situations, plutôt que de s'obstiner à tout prix renforcer les compétences qui sont altérées, des processus qui sont altérés. Donc il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et une vision de comment la personne peut éventuellement améliorer ses performances. Et ne pas penser que de manière magique, on peut lui rendre des capacités dites normales, enfin dans la norme, alors que peut-être ça n'est pas possible et que dans ce cas-là, il vaudra mieux s'appuyer sur d'autres processus. Donc ça, c'est le travail vraiment du neuropsychologue ou de la personne formée à la remédiation cognitive. Ensuite, pourquoi faire tout ça ? Pour améliorer la qualité de vie et puis améliorer l'insertion sociale ou professionnelle selon le vœu de la personne, selon ce qu'elle souhaite et ce qu'elle est capable de faire. Encore une fois, on va s'appuyer sur ce que la personne vise dans le cadre d'une approche orientée vers le rétablissement. Et le rétablissement, c'est la personne qui en définit les critères. Alors, quelles sont les conditions d'utilisation
de la remédiation cognitive. Évidemment, on peut l'utiliser même chez des personnes qui ont des troubles sévères, même chez des personnes qui sont délirantes, même chez des personnes qui sont désorganisées, mais il faut que les troubles soient à l'équilibre. Il faut qu'on ait le meilleur compromis en termes de maintien des symptômes, enfin de persistance des symptômes, et puis de traitement, y compris médicamenteux, avec un ratio bénéfice et effet indésirable qui soit positif pour la personne. Une fois que l'état d'équilibre est trouvé, y compris pour des personnes par exemple sous clozapine avec un délire qui persiste, on peut agir avec de la remédiation cognitive si c'est utile pour elle selon cet état d'équilibre qui a été trouvé. Donc le traitement est stable à dose minimale efficace, mais dose minimale efficace, ça peut être éventuellement une dose élevée. Et évidemment, il faut que la personne soit motivée au changement. On ne va pas pouvoir faire de la remédiation cognitive de force. C'est la personne qui nous le demande parce qu'elle vise un résultat dans sa vie, vie future, vie quotidienne, immédiate. Ce n'est pas nous qui le décidons de l'extérieur, c'est la personne qui nous dit ce qu'elle souhaiterait changer dans sa vie. Et pour ce faire, elle a besoin d'améliorer ses performances cognitives ou de limiter l'impact de ses troubles cognitifs. Donc évidemment, on va se baser sur le lien entre les troubles cognitifs, le retentissement fonctionnel, et pour ça on peut utiliser des échelles de répercussion fonctionnelle, l'ERF qui a été développé par Pascal Vianin, et l'ERF, évaluation des répercussions fonctionnelles de la cognition sociale, ERFCS, qui avait été développé par Élodie Perroux et Baptiste Gaudelus, les deux étant disponibles sur le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Eh bien, cet ERF et cet ERFCS permettent de définir des objectifs thérapeutiques pour la remédiation cognitive. Donc on met en place des séances dans le but de diminuer l'impact mis en évidence par ces deux outils d'évaluation psychométrique. Alors ensuite, une fois que les séances seront faites, et on va voir ensuite à quoi elles peuvent ressembler les séances, on va chercher à généraliser les bénéfices, c'est-à-dire que ce qui a été développé pendant les séances, ça doit servir dans la vie quotidienne. Donc pour ça, il est nécessaire de pouvoir l'évoquer et faire des liens déjà dans les séances. Donc il faut bien connaître la personne. Et c'est pour ça que ces séances ne sont pas simplement des séances virtuelles, soit papier-crayon, soit sur un ordinateur. Il y a forcément besoin d'un thérapeute qui puisse permettre à la personne d'être soutenue, d'être renforcée positivement. On va voir les conditions de mise en œuvre après, mais également de faire des liens avec ses objectifs de vie ou sa vie quotidienne déjà dans l'immédiat. Donc c'est un thérapeute qui connaît bien la personne et qui connaît bien ses exercices et qui connaît bien la progression des exercices, qui va pouvoir accompagner la personne au fil de sa prise en charge. Et puis évidemment, ça s'inscrit aussi dans un parcours de soins, dans un contexte de soins plus large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la remédiation cognitive, on ne peut pas se focaliser uniquement sur les troubles cognitifs. Bien sûr, ça va être utile au bien-être de la personne, ça va être utile à sa réussite, mais d'autres outils seront également utiles à son bien-être, à sa réussite. Je peux citer des outils qui sont en dehors du champ de la réhabilitation psychosociale, par exemple l'art-thérapie, qui est développée dans de nombreux pays et qui est très utile pour augmenter la satisfaction de soi et l'estime de soi. Mais ça va être aussi des outils de la réhabilitation psychosociale, par exemple la psychoéducation, qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître ses limitations, de mieux connaître sa maladie, de mieux connaître le rétablissement en santé mentale, les traitements en santé mentale, dont les effets de son propre traitement, médicamenteux ou pas médicamenteux. La psychoéducation, c'est un incontournable du traitement dans les troubles mentaux sévères, et c'est le cœur de la réhabilitation psychosociale. Ça va être aussi l'entraînement des compétences sociales pour les personnes qui ont des difficultés de communication. Et cet entraînement des compétences sociales, elle va aller avec l'entraînement de la cognition sociale, c'est-à-dire la partie cognition sociale de la remédiation cognitive, la partie centrée sur la cognition sociale de la remédiation cognitive. Les deux s'imbriquent évidemment étroitement, et puis des liens seront faits avec la vie quotidienne, et un appui sera pris avec des personnes qui entourent la personne au quotidien pour que ces résultats se maintiennent dans la durée. Donc on a besoin d'autres acteurs, ça peut être des acteurs professionnels, du milieu social, médico-social, sanitaire parfois, mais ça peut être aussi des proches. Ça peut être la famille de la personne qui va se saisir de ces résultats et puis appuyer la personne dans ses bénéfices et l'accompagner en lui rappelant le parcours qu'elle a fait et puis en lui rappelant les stratégies qu'elle a pu développer dans les exercices pour pouvoir les ancrer dans la vie quotidienne. Ou ça peut être des amis, ça peut être plein de choses. Et il y a d'ailleurs des programmes de remédiation cognitive qui sont très bien faits, comme le programme SKIT, qui implique dès le départ ce qu'on appelle le practice partner, c'est-à-dire un partenaire dans la vie quotidienne de la personne qui peut être un proche ou un professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche qui permet d'ancrer les bénéfices de manière beaucoup plus importante que quand on n'en a pas. Et ce practice partner, on n'est pas forcé de le réserver au programme SKIT. On pourrait l'utiliser dans tous les programmes de remédiation cognitive parce que c'est une découverte très importante
Le programme CIT, c'est Social Cognition and Interaction Training, un programme développé aux États-Unis par David Penn et Roberts. Et c'est un programme groupal extrêmement intéressant pour diminuer les troubles de la cognition sociale. Donc pour que tout ça réussisse, le professionnel qui conduit la remédiation cognitive, qui accompagne plutôt la personne dans son programme de remédiation cognitive, va travailler en synergie avec tous les acteurs. Ça va être évidemment la personne concernée, ses proches et tous les professionnels. Évidemment, pour que la remédiation cognitive fonctionne, il faut qu'elle soit mise en place, instaurée au moment le plus opportun. C'est quand la personne le demande, quand elle en a besoin, quand ça lui est utile dans sa vie quotidienne. Ce n'est pas une approche théorique pour diminuer et pour mettre finalement des résultats aux normes. C'est pas le but, c'est pas de normaliser le bilan psychologique, mais c'est d'apporter quelque chose dans la vie quotidienne de la personne. Et c'est la personne qui sait quand c'est opportun d'aller dans ce sens-là. Alors, quels sont les principes de la remédiation cognitive, quels que soient les programmes utilisés? J'en citerai 2 ou 3 après. Principe de base, l'apprentissage sans erreur. On ne place pas la personne par rapport à ses difficultés, on la place par rapport à un exercice qu'elle est capable de faire. Soit elle va le réussir tout de suite, soit elle va le réussir avec un effort qui sera modéré. Mais c'est la théorie, c'est la pratique de l'avancée par escalier avec petite marche. Donc c'est pas sauter un mur d'un coup, c'est évidemment franchir une marche toute petite pour quelqu'un qui a des difficultés à lever la jambe. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'imager. Première marche, deuxième marche, troisième marche, donc on augmente progressivement la difficulté des exercices. Et ça, seul un thérapeute qui connaît bien le programme auquel il recourt et qui connaît bien la personne est capable de l'accompagner dans cette progressivité. Et la personne qui serait laissée toute seule face à l'exercice risquerait d'aller dans le mur. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter parce que ça va la décourager et elle va apprendre, elle va intégrer ses échecs. Et ça, ce sera juste complètement inutile et négatif. Donc beaucoup de renforcement positif. Le renforcement positif, il est donné avant tout par le thérapeute, ça peut être donné aussi par le programme de remédiation cognitive, surtout s'il a recours à l'intelligence artificielle. Évidemment, les programmes un peu modernes sont comme ça. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir un renforcement de la part d'un humain. Donc un étayage pour expliquer à la personne où elle va, on la fait verbaliser, c'est-à-dire qu'on lui permet d'expliciter ses progrès, d'expliciter même l'exercice auquel elle a à faire et la stratégie qu'elle développe, parce que comme ça, elle la mémorise. La verbalisation est extrêmement importante. Et on lui permet d'organiser les tâches dans l'espace. C'est très important pour ceux qui ont des troubles de l'attention, on le sait bien avec le TDAH, c'est pas un bureau rempli d'objets, parce que sinon c'est le désordre, et évidemment la personne va se perdre là-dedans, c'est juste les feuilles et le papier et le crayon, si c'est papier-crayon, ou l'ordinateur, c'est le minimum vital, mais aussi organiser dans le temps pour les personnes qui ont des difficultés de planification. C'est la même chose, donc simplifier les choses et organiser les tâches, et toujours faire un lien avec le quotidien. Ensuite, évidemment, on va pouvoir répéter les tâches de manière massive, ça c'est quand on veut diminuer les troubles, les déficits, et puis finalement permettre à la personne de restaurer ses capacités quand c'est possible. Mais même quand il s'agit de compenser, il faut quand même que les résultats se consolident, les bénéfices se consolident, donc il est intéressant que la personne fasse plusieurs exercices. Mais la répétition sera plus ou moins massive selon qu'on a une stratégie de réduction des troubles ou de compensation des conséquences des troubles. Donc on aborde les exercices d'une certaine façon, on apprend à la personne, on permet à la personne d'apprendre, de développer sa propre stratégie et de développer sa manière d'appréhender son environnement dans l'exercice papier-crayon ou sur l'ordinateur, et puis ensuite dans son quotidien. En fait, on lui permet d'apprendre, de développer une méthode. Donc c'est la personne qui initie ces stratégies. Dans les premiers programmes de remédiation cognitive, comme par exemple CRT, c'est un programme australien qui a été développé dès les années 1970-80, qui était issu du Frontal Executive Programme. C'est Delaunty et Morris qui l'ont développé donc en Australie. Et il y avait toute une liste de stratégies qui étaient développées par les thérapeutes et qui étaient transmises au départ de manière très verticale et un peu paternaliste. Mais vous voyez, on est dans les années 1970-1980. Maintenant, ces stratégies, elles restent dans le programme CRT qui comprend environ 500 pages réparties en 5 volumes, mais ces stratégies, on essaye de faire en sorte que ce soit les personnes qui les découvrent elles-mêmes. On ne les leur donne pas sous la forme d'une prescription, parce que sinon ça fonctionne moins bien. Donc ensuite, tout va être fait pour que les liens avec le quotidien permettent une généralisation, une automatisation des bénéfices, et que finalement le transfert des bénéfices au quotidien se réalise au mieux. Alors un exemple d'exercice, de programme, je vous citais le programme CRT qui vient d'Australie, qui est très ancien, mais encore très utile. Pourquoi très utile ? Parce que le seul matériel qu'il demande, c'est le manuel.
qui comprend environ 500 pages, et il faut aussi une ramette de papier pour que la personne puisse faire ses exercices. En fait, on va lui imprimer tous les modules. Il y a 3 modules, dont 2 sont divisés en 2 parties, ça fait 5 volumes d'exercices, et puis un petit volume, c'est le guide du thérapeute, donc ça fait 6 volumes. Au total, en tout cas, il faut pouvoir imprimer 500 pages, et puis la personne va écrire sur les feuilles. Par exemple, sur cet exercice-là, celui que je vous montre, il faut barrer alternativement les chiffres pairs et les chiffres impairs. Alors, comment faire? Voilà, la personne va devoir se poser la question et trouver une solution. Par exemple, elle peut se répéter dans la tête pair, 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 et puis impair, 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 en comptant les lignes chaque fois. Mais pour compter les lignes plus facilement, peut-être qu'elle peut utiliser 2 couleurs. Par exemple, s'il a un stylo à 2 couleurs ou à 4 couleurs, elle utilise le bleu pour les pairs et le rouge pour les impairs. Ici, c'est plutôt du vert et du orange sur la diapositive. Donc elle va verbaliser ses stratégies, et puis après, elle va essayer d'utiliser ça dans sa vie quotidienne. Elle va transférer ses résultats au quotidien. Un autre exercice qui est issu du programme RECOS. Le programme RECOS, c'est un programme suisse développé par Pascal Vianin dès le début des années 2000. Il a commencé en 1999 exactement à y penser. Pascal Vianin, c'est un psychologue qui a consacré une bonne partie de sa carrière à développer RECOS 1, puis RECOS 2, puis RECOS 3. Et là, la différence avec le précédent, CRT, dont il est issu d'ailleurs, parce que Pascal Vianin était allé en Angleterre chez le professeur Weiss, qui avait repris le CRT, et puis développé le CRT, généralisé, et fait beaucoup d'essais randomisés contrôlés dessus. Pascal s'est dit, je vais reprendre ça, essayer de faire quelque chose qui sera plus du sur-mesure pour les personnes. Parce que le programme CRT, finalement, on propose la même succession d'exercices à toutes les personnes. On peut mettre plus ou moins l'accent sur tel exercice selon les besoins, mais globalement, on passe les 500 pages en revue pour toutes les personnes. Là, on va choisir 2 modules sur 5 qui sont les plus adaptés aux besoins des personnes en fonction de ses projets et des résultats de son bilan neuropsychologique. Et parmi les exercices qui seront informatisés, vous avez celui-ci qui est un exercice d'attention. Il y a 10 niveaux, là on est sur un niveau facile, et vous voyez, vous avez un petit objet à retrouver parmi un ensemble d'objets dont certains peuvent ressembler. Dans des niveaux plus difficiles, vous avez beaucoup plus d'objets, avec des objets beaucoup plus ressemblants, et là ça va être compliqué même pour des personnes qui n'ont pas de troubles visuospatiaux. Là, vous avez probablement repéré que cette espèce de petite clé là est sur la 2e ligne, 3e colonne. Si vous avez des difficultés visuospatiales, c'est-à-dire si vous regardez dans tous les sens, vous avez peut-être eu du mal à trouver directement cette petite clé, ce petit objet. Et peut-être que la stratégie que vous allez développer pendant les séances, c'est de balayer par ligne ou par colonne. Et dans ce cas-là, vous allez rapidement tomber dessus. Si vous regardez en désordre, vous ne trouvez pas. Donc c'est la personne qui va se rendre compte de ça. On ne va pas lui dire de manière verticale. On va lui permettre de découvrir que l'exploration organisée est plus efficace que l'exploration aléatoire, et qu'on peut rapidement perdre beaucoup de temps. Et faire le lien avec la vie quotidienne, c'est par exemple trouver chez soi un livre dans son appartement, dans son studio, dans sa maison. Ça va être trouver, si on travaille par exemple dans une bibliothèque, qu'on est bibliothécaire stagiaire et qu'on tient beaucoup à cette fonction-là, qu'on voudrait en faire son métier mais qu'on a des troubles visuospatiaux, ça va être chercher le livre avec ces méthodes-là parmi des dizaines, des centaines ou des milliers d'ouvrages. Et ça va être la capacité pour la personne de réussir, de faire aboutir positivement cette recherche. Un 3e exemple, là on est sur la cognition sociale. Le programme RC2S a été développé par Élodie Perroux et moi à Lyon. Ça veut dire remédiation cognitive, remédiation de la cognition sociale dans la schizophrénie. Et vous voyez, il s'agit de conduire des interactions avec un personnage virtuel. Donc il est très important, comme je vous le disais, de se référer à des travaux scientifiques. Il y a de nombreux essais randomisés contrôlés, des centaines, voire des milliers qui ont été conduits sur des programmes de remédiation cognitive. Vous devez vous assurer que le programme que vous utilisez correspond à l'un d'entre eux. Il y a des méta-analyses qui montrent l'efficacité des programmes dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, etc., etc. Vous avez des recommandations internationales qui demandent d'utiliser la remédiation cognitive, par exemple les recommandations du NICE en Angleterre, qui préconise la remédiation cognitive dans la schizophrénie. Et vous avez des ouvrages qui vous résument d'un point de vue pédagogique et scientifique les principaux résultats. Donc je vous en cite quelques-uns, des ouvrages en anglais et puis 2 ouvrages en français qui apparaissent sur cet écran. En particulier l'ouvrage de Pascal Vianin sur la remédiation cognitive dans la schizophrénie, et puis l'ouvrage que j'ai coordonné, mais qui a été écrit par plusieurs dizaines d'auteurs, qui vous résume les principaux travaux scientifiques qui se focalisent aussi sur les principaux programmes en français. Donc c'est la 3e édition qui est parue en juin 2023, dont vous voyez la couverture
sur l'écran. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre disposition par email et je vous conseille d'aller explorer le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale où vous trouverez énormément d'informations et des vidéos sur la remédiation cognitive. Si on souhaite développer des pratiques de réhabilitation psychosociale et plus spécifiquement de remédiation cognitive dans son service, comment s'y prendre, où se former, de quel type de professionnels s'entourer? Effectivement, on ne peut pas pratiquer la remédiation cognitive sans formation. Ce sont quand même des outils assez techniques, des outils de remédiation cognitive. Donc il faut une formation qui soit bien conduite, bien structurée. Il faut avoir des bases au départ. Donc ceux qui ont le plus de bases au départ, ce sont les psychologues spécialisés en neuropsychologie, qu'on appelle plus couramment les neuropsychologues, parce que leur formation elle est complètement consacrée au fonctionnement cognitif, à l'exploration des troubles cognitifs. Donc au-delà des neuropsychologues, les personnes qui peuvent pratiquer la remédiation cognitive sont celles qui ont été formées à travers, par exemple, un diplôme d'université comme celui de Lyon, qui existe depuis 2009, on est à la 15e promotion. Il y en a également à Tunis, le diplôme de remédiation cognitive qui existe depuis 6 ou 7 ans maintenant. Donc les professionnels qui peuvent être formés à cet outil thérapeutique sont d'autres professionnels de santé mentale. Bon, déjà, ça peut être les neuropsychologues qui veulent en savoir plus sur l'aspect thérapeutique, parce que souvent dans leur formation, les enseignements portent surtout sur l'évaluation, sur le fonctionnement cognitif et l'évaluation des troubles et la mise en évidence aussi des capacités préservées, mais pas tellement sur la thérapeutique. Donc les neuropsychologues auront un intérêt à suivre ce type de diplôme, mais après ça peut être aussi des infirmiers qui sont sensibilisés à cette dimension-là, des ergothérapeutes, puis des médecins, en particulier des psychiatres. Il est important, en tout cas, de privilégier une formation longue, parce que ces diplômes durent 1 an plutôt qu'une formation courte. Quelques jours, ça ne suffit pas pour appréhender le fonctionnement cognitif et traduire dans le domaine thérapeutique, finalement, les acquis par rapport au fonctionnement cognitif. Il faut forcément y aller progressivement et partir des bases sur le fonctionnement cérébral et neurocognitif pour aller vers la thérapeutique. Donc les seuls programmes qu'on peut acquérir en quelques jours sont les programmes qui sont plus proches des TCC, qui sont en tout cas qui ont une partie qui appartient au TCC, comme le programme IPT, le programme SKIT par exemple, ou le programme MCT. Mais les programmes qui sont très axés sur le fonctionnement cognitif, par exemple le programme CRT, le programme RECOS que j'ai cité, eux nécessitent vraiment d'être acquis à l'issue d'une formation plus longue, sauf si on est neuropsychologue, où on peut d'emblée aller vers la formation en pratique. Donc en 2009, j'ai créé une association, l'association francophone de remédiation cognitive, qui existe encore, est encore active maintenant, de manière très assidue. Cette association, elle regroupe les professionnels qui sont impliqués dans la remédiation cognitive, les neuropsychologues en particulier, mais pas que, tous ceux qui ont été formés à la remédiation cognitive. Et elle organise des congrès, 1 fois par an. Il y a un congrès dans une ville différente, qui peut être en France ou à l'étranger, dans une ville d'un pays francophone. Cette année, nous le faisons le 20 septembre à Ajaccio. L'année dernière, c'était à Tours. L'année d'avant, c'était à Nancy. L'année d'avant encore à Marseille. L'année d'avant encore, c'était au ministère de la Santé à Paris. On pourrait remonter comme ça jusqu'à 2009, puisque le premier colloque a eu lieu en 2009. C'était à Lyon cette année-là. Et donc, je vous conseille vivement de venir à ces journées si vous le pouvez, mais surtout, vous pouvez accéder librement aux vidéos qui en découlent. Tous les congrès sont filmés intégralement et montés par intervention, et vous pouvez y accéder librement sur le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale.